Salut, c'est Shaman de Ludovox. Nous sommes toujours au Festival international des jeux à Cannes pour cette édition 2016. Je suis avec Chris Bollinger, auteur et aussi fondateur de Ludicali, l'éditeur. Oui, pas tout seul, avec Jean-Charles Mouret, mais auteur et Ludicali, la demi-tête de Ludicali, on va dire. Ok, et donc là, on est là pour discuter d'un prototype de société qui s'appelle For Gods. Quand on s'était croisé à SN, tu m'avais déjà dit qu'il y avait For Gods qui était là pour montrer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de ce jeu, de sa jeunesse, de sa genèse plutôt, comment il était venu? Alors, il est assez récent. Alors des fois, tu vois, des fois on bosse des années sur des jeux et des fois on a une idée et dès qu'on la met sur le papier, on se dit ça sent très bon ça. La première idée est venue à Parthenay, donc cet été, l'été dernier, je veux dire. Mais ça sentait tellement bon que dès que je suis rentré chez moi, ma première priorité, ça a été de faire le proto. Bizarrement, et ça m'arrive pas très souvent, le premier proto pour moi était catastrophique. Les amis qui sont venus jouer, on a joué à 4, 2 couples, moi et ma femme, et un autre couple. Et j'étais dépité à la fin de la partie. J'étais au point de le laisser tomber. J'ai pas laissé tomber le bout de gras. C'est un jeu puzzle, donc il y a des tuiles et tout. Je suis passé par 4 sets de tuiles différents. Il y en a quand même 92 recto verso, ça fait 184 tuiles. Donc c'était pas la partie la plus amusante. Mais à force de batailler pendant tout l'été, au bout du 4e set de tuiles et tout, là, il commençait à sentir très très bon. Et puis ce qui s'est passé quand on s'est rencontrés à Essen, c'est que là je l'ai amené à Essen pour la première fois pour le présenter aux soirées d'Asmodée Export, où là on rencontre toutes les filiales du monde, les Coréens, les Chinois, les Allemands, etc. Et c'est le jeu qui a eu, à la fin ils me font des retours, des feedbacks, à nous, à Asmodée, une semaine après. C'est le jeu qui a eu le meilleur retour de cette soirée Export Asmodée. Et donc là, c'était évident qu'il allait passer en tête de liste, d'où on a mis le paquet, et voilà, il en est là. Donc c'est un jeu donc pour quoi, 2 à 4 joueurs, c'est ça? Oui, tout à fait, 2 à 4 joueurs. Il marche aussi bien à 2 qu'à 4. Par contre, vu que tu en parles, il a une particularité qui, a priori, est, semble-t-il, unique au monde. Parce que j'ai demandé à toutes ce que j'appellerais les grosses databases de jeux. Donc BGG, Dice Tower, Trick Track, les gens qui connaissent beaucoup de jeux. Et ils m'ont tous pas pu me nommer un jeu qui avait cette caractéristique particulière. Plus t'es 2 joueurs, plus le jeu va vite. Donc à 4 joueurs, il va 2 fois plus vite qu'à 2 joueurs. Alors, si tu me laisses enchaîner, je t'explique pourquoi. Mais bien sûr, et explique-moi donc pourquoi. Parce qu'en fait, à la base, c'est l'idée. Quand j'étais petit, j'aimais pas les puzzles. J'en faisais pas, c'était solitaire, c'était un passe-temps. Donc l'idée, c'était pour moi de me réconcilier avec les puzzles quand j'étais à Parthenay. Je sais pas pourquoi, un matin, il m'est venu ça. Et je voulais faire un jeu où, au lieu de faire un puzzle tout seul, parce que c'est ça que j'aimais pas, on ferait tous un puzzle ensemble. Et surtout, on construirait une planète tous ensemble en la construisant toujours différemment. Et donc, si tu fais un puzzle chez toi, que tu as un puzzle de 500 pièces, et que tu es tout seul, tu peux y mettre le week-end. Si par contre, tu nous invites à 4 à t'aider à faire le puzzle, on va probablement le finir dans l'après-midi. Et c'est un peu le principe de For Gods, c'est qu'on joue tous en même temps, on n'attend pas son tour, c'est un jeu simultané. Et on va construire cette planète dans ce cadre, tous ensemble. Après, il y a bien sûr d'autres règles, on va rentrer dans les détails après. Et donc, on va 4 fois plus vite quand on est 4 que quand on est 2. Ça ne veut pas dire que le jeu n'est pas bien à 2, mais à 2, la partie risque de durer 40 minutes, alors qu'à 4, elle va en durer 20 ou 25. Voilà. On construit tous ensemble cette planète, mais on le fait dans un objectif commun parce que c'est coopératif ou pas du tout, c'est compétitif? Alors, c'est coopératif, et encore, au début. C'est-à-dire qu'au début, on va piocher des tuiles, tu vois, des tuiles comme ça, où il y a de la montagne, de la forêt, de l'eau et de la plaine. Et au début, on est des dieux neutres. C'est-à-dire que c'est le Big Bang, tu vois, autour, c'est les étoiles, c'est l'explosion et la planète se crée. Et ensemble, on va donc tous construire cette planète. Et au début, on est des dieux neutres. Ça veut dire que tout ce qu'on veut, c'est que la planète soit jolie. Jolie, pourquoi? C'est-à-dire qu'on veut que les pièces... Alors ça, tu vois, le puzzle, là, ça va pas. La montagne, elle touche de la forêt, c'est coupé net. Donc, par exemple, si j'ai fait ça, et que là, je mets... Ça, j'ai respecté le puzzle. Donc là, on fait une jolie planète. Et là, ça non plus, ça n'irait pas. Parce que, tu vois, donc là, je pourrais pas, mais je peux jouer dans l'autre coin là-bas. On doit toujours toucher 2 bords. Donc au début, on l'a construit, on n'a pas réellement d'objectif, de point de victoire, de but ou quoi. Sauf qu'à partir d'un moment, la planète ayant grandi et se construisant, il y a un de nous qui va se dire « Ouh là là, mais il y a beaucoup de forêts là, où il y a beaucoup de mers. » D'accord ? Si tu juges qu'il y a beaucoup de mers par rapport au reste des terrains, à tout moment dans le jeu, un joueur peut décider de s'incarner sur la planète en un des 4 dieux.
le dieu des nains pour les montagnes, le dieu des humains dans les plaines, le dieu des elfes dans les forêts et le dieu des ondins dans la mer. Donc si je pense qu'il y a beaucoup de mer, je vais dire, oh, je prends le dieu des ondins. Du coup, quand je fais ça, forcément, je vais probablement déclencher une réaction en chaîne dans le cerveau des autres, parce qu'ils vont se dire, oh là là, il n'y a plus que 3 dieux, il a déjà choisi. Alors soit ils vont se dire, oh là là, il a choisi trop tôt, c'est un peu stupide et on s'en fout. Soit ils vont se dire, oh là là, non, non, il a raison, il a pris le meilleur, bon, je prends les elfes. Et puis le 4e qui va choisir va forcément avoir celui qui est moins présent. Parce que quitte à t'incarner sur la planète et me présenter sur cette planète en tant que dieu des ondins, en tant que dieu de quelque chose, autant choisir l'élément de terrain qui est le plus présent, et donc là où il y aura le plus d'ondins pour que j'ai la plus grande influence religieuse. Voilà, ça c'est un peu l'idée. Donc on est neutre jusqu'au moment où quelqu'un choisit un dieu, et là t'es plus neutre et c'est chacun pour sa pomme. Donc du coup, à la fin de la partie, sans rentrer dans le détail, mais tu vas m'expliquer un petit peu à quoi servent justement ces petites figurines. En gros, il va falloir être le plus présent possible pour marquer des points en fonction d'un type de terrain, c'est ça, en fonction du dieu qu'on sera incarné. Exactement. En fait, autour de la traque, on ne compte qu'à la fin du jeu, parce que tout le long du jeu, tout le monde est la tête dans le guidon et on bouge, donc on ne peut pas compter des points en plein milieu. À la fin du jeu, on va compter des points qui s'appellent des points d'influence divine. C'est ton influence sur cette planète. Et ces points, en fait, une fois que tu as choisi ton dieu, chaque fois que tu vas poser une nouvelle tuile, tu auras le choix de pouvoir placer un prophète dessus si tu veux. Et quand tu le places dessus, comme ça un prophète, c'est pas parce que tu es le dieu des ondins que tu es obligé de le poser dans l'eau. Au contraire, tu envoies tes prophètes chez les humains pour les prêcher, écoutez, le dieu des ondins, il est quand même vachement mieux que votre dieu humain qui ressemble à rien, etc. Donc ton but, chaque fois que tu poses une tuile, ça va te dire, est-ce que je pose un prophète ou pas? Et si j'en pose un, essaie de le poser dans le plus grand territoire, un territoire étant formé de terrains du même type, et où j'aurai la majorité. Parce qu'à la fin, en fait, tes prophètes vont te rapporter des points. Si le territoire est grand, qui fait 10 tuiles, je vais prendre autant de points qu'il y a de tuiles vides, de pleines. Donc si je suis seul dedans, je vais prendre 9 points. Si toi et moi on est dessus, on va prendre tous les deux 8 points. Et si toi t'en as 2 et moi j'en ai 1, tu vas prendre 7 points. D'accord? Ça c'est une partie du jeu. Après on a des cités légendaires. Et ça c'est assez rigolo, qu'on va pouvoir construire aussi un peu où on veut quand on veut. Il y en a 8. Pareil, un joueur dit moi je fais une cité légendaire ici. Et il va mettre un prophète dessus. Pourquoi j'appelle ces cités légendaires? Parce qu'une fois encore, la thématique pour moi c'est toujours, je pars toujours de la thématique, c'est quand même très vital à mes yeux. Cité légendaire parce que je fais référence à Pompéi ou Atlantis. Et que donc, si à la fin du jeu je suis toujours sur ma cité légendaire, je vais rapporter 5 points par cité légendaire que je contrôle. Mais si un des autres dieux trouve la tuile qui va bien là, or là où je l'ai mis c'est extrêmement facile de trouver une tuile, il va pouvoir faire un cataclysme, il va me dire regardez là, la tuile elle va bien là, donc comme Pompéi ou Atlantis, il déclenche un cataclysme, il va détruire ma cité, il va la garder pour lui parce que quand même détruire une ville ça reste dans les livres d'histoire, c'est pas rien, donc ce sera 5 points de victoire pour lui à la fin. Et mon prophète, il est mort en plus, il revient même pas dans ma réserve. Donc si tu construis tes villes un peu n'importe où, tu es au petit bonheur la chance, en te disant je vais faire des points, tu risques de donner des points aux autres et en plus de perdre des prophètes et t'en as pas beaucoup. Voilà. Ça c'est une deuxième manière de scoring. Enfin, parce que tout le scoring est indiqué là autour du plateau, on va scorer les villes à la fin, on va scorer les prophètes comme je te l'ai expliqué, et on va scorer à la fin les dieux. Parce que quand je t'ai dit à un moment, je choisis le dieu des ondins parce qu'il y a beaucoup d'eau, mais jusque-là, vu que tu as vu que je pouvais placer mes prophètes un peu sur n'importe quel type de terrain, le fait que j'ai de grandes mers ou quoi que ce soit, ou qu'il y ait beaucoup de mers, n'est pas rentré en jeu jusque-là. Ça rentre en jeu sur le dernier scoring qui est là. En fait, à la fin, ici, on va compter. Moi, j'ai les mers, je vais compter quelle est ma plus grande mer, combien elle contient de tuiles. Toi, tu es les elfes, tu vas compter quelle est la plus grande forêt, etc., les nains et les humains. Celui qui a le plus grand territoire va prendre 15 points de victoire, le deuxième 10, puis 5. Et enfin, le dernier scoring ici, c'est celui qui a le plus de petits royaumes de son type. Donc si j'ai plein de petites mers et que toi, tu as moins de forêts, je vais prendre plus de points, 15, 10 et 5. Du coup, contrairement à des jeux où tu as que l'option soit spécialisation, où tu vas essayer de faire une plus grande zone et tu vas en scorer qu'une seule, ou d'autres où c'est plus intéressant d'en faire plusieurs petites, là tu vas avoir les deux scorings qui sont en concurrence. Donc tu peux vraiment choisir ta stratégie par rapport à ça. Oui, tout à fait. Et en plus, au début je me disais, celui qui va avoir le plus grand territoire, il aura forcément pas le plus de territoire, mais ça c'est faux. Ça peut arriver assez régulièrement, pas fréquemment non plus, mais ça peut arriver assez régulièrement que tu aies non seulement le plus de territoire, mais aussi le plus grand terrain. Mais plus que ça, c'est qu'en fait, vers la fin du jeu, quand tu as une tuile, ton dilemme, ça va être, cette tuile, c'est de la full forêt, c'est que de la forêt. Moi, c'est toi le dieu des elfes. Je vais peut-être pas avoir envie de le mettre parce que je vais t'avantager, je vais t'ouvrir ton territoire de forêt. Oui, mais si par contre je mets un prophète dessus et que cette forêt elle est grande et que j'ai scoré toute cette forêt, je vais prendre plein de points.
Donc tout le truc, c'est de penser à la taille de tes terrains, mais aussi penser où tu mets tes prophètes pour scorer au max, et mettre tes villes aux endroits où ça fait des plombes, que tout le monde cherche la bonne tuile qui va là, on la trouve pas, et tu te dis bon là c'est bon, quoi, elle va résister parce que vu tout ce que j'ai vu passer, on peut pas me l'écraser. Ça en temps réel, tous en même temps. C'est marrant parce qu'il y a des mécanismes, enfin au niveau de l'expérience de jeu, tu vois, par exemple, ça m'a fait penser sur un certain point à Carcassonne, mais ce que tu me dis sur la stratégie entre est-ce que je vais faire le plus grand nombre, ou à quel moment j'arrête de faire ma zone, il y a un côté stop ou encore, dans le sens où là, si jamais je ferme pas ma zone rapidement parce que je suis greedy et je veux faire un max de points, et que l'autre il me dit bah, tiens, ta zone elle est sympa, mais je vais t'aider et je mets un prophète, ça veut dire qu'en fait je lui score des points à lui aussi, puisqu'il est venu s'incruster dans ma zone avec son prophète. Donc il va scorer les points que moi je vais récupérer. Et s'il prend la majorité, il va scorer tous les points et tu ne scoreras rien. Donc oui, il y a un côté, les gens le comparent un peu à Carcassonne, effectivement, parce que c'est des tuiles carrées et on fait du puzzle. Mais à la différence de Carcassonne, quand une mer est déjà occupée, parce que ça souvent il se pose la question, on peut quand même se mettre toujours dans Sainte-Mère et blinder pour avoir plus de majorité ou quoi. Non, mais quand je te disais ça, hein, je voulais pas... parce qu'effectivement, il y a un élément qui m'avait pensé à du Carcassonne, mais c'est tout. Oui, mais effectivement, de toute façon, à partir du moment où il y a du puzzle et que c'est des tuiles carrées, tout le monde, ça fait penser à tout le monde à Carcassonne, je te le cache pas. Mais d'ailleurs, quand je l'explique, quand les gens, tu sais, quand il faut essayer de savoir le niveau de difficulté d'un jeu pour des joueurs qui passent, quand je l'explique, je leur dis que c'est du niveau Carcassonne plus. Parce que quand même, tu as les prophètes, tu as les villes et tu as les dieux. Donc tu dois gérer tout ça. Mais surtout, c'est le côté temps réel. C'est-à-dire que dans Carcassonne, tu vas attendre ton tour. Le gars, il met sa tuile et il dit bon, alors est-ce que je mets un paysan? Est-ce que je le mets pas? Si, tu peux faire ça dans le jeu. Mais pendant que moi, je fais ça en réfléchissant, les autres, ils carburent à fond. Ils posent des tuiles, ils posent des prophètes. Et c'est pas en réfléchissant pendant des plombes que je vais gagner. Donc j'ai pas besoin de timer ou de truc pour timer ton tour. C'est tout le monde qui te pousse à jouer vite. Donc il a la rythmique d'un party game, mais il a la réflexion d'un Carcassonne plus. Voilà. Ok, bah écoute, pour moi c'est très clair, c'est assez intéressant. Est-ce que tu peux nous dire un peu, je sais plus, tu nous l'as dit, où t'en es au niveau de l'édition? Est-ce qu'au niveau mécanique, développement c'est terminé? Pareil au niveau du matos, est-ce que tu as une idée de quand ça va arriver dans les boutiques? Alors, au niveau des règles, c'est figé depuis déjà bien longtemps. Les règles sont rédigées, terminées, validées, traduites en anglais et elles sont en français. On n'a pas en multilangue encore parce qu'on ne sait pas partout où ça va sortir. Elles ne sont pas maquettées au format final, mais les règles sont figées. Donc tout ce qu'on a fait jouer ici au festival, ça ne va pas changer d'un poil de queue de mouche. Au niveau graphisme, on est à 90% terminé. Donc la track que tu vois autour, là, la galaxie, c'est fait. Ça, c'est encore mes aides de jeu de mon proto parce que ça, c'était pas fini. Toutes les tuiles elles sont finies. Au passage, c'est Ismaël, l'artiste qui avait fait toutes les tuiles d'Archipelago. Qui sait, bien sûr, il nous a fait un super beau boulot sur Archipelago. Là, il y a du modulaire, ça doit s'assembler. Je l'ai rappelé alors. Enfin, je l'ai rappelé dans nos rangs, on va dire. Donc tous les artworks sont finis, quasiment. Donc de ce côté-là, on est bon. On est en phase d'étude des devis des fabricants. Donc on n'a pas encore tranché quel fabricant va le faire. Donc voilà, on est au bout on est prêt à rentrer en fabrication, voilà, on va dire. Donc au mieux, il sortirait avant l'été. Mon associé vient de me dire qu'en plein été, c'est pas génial. Donc au mieux, il sort avant l'été, sinon il sort à la rentrée. Voilà, on en est. Ok, et bah écoute, merci beaucoup Christophe pour toutes ces infos sur Four Gods. On va suivre ça et puis on espère en savoir un petit peu plus, savoir à un moment une date un petit peu plus précise. On te recontactera pour avoir un petit peu des nouvelles de la sortie officielle. Je veux sur une belle vidéo. Pas de problème. Merci à toi et merci à tous ceux qui nous regardent et à bientôt sur Ludovox.